Attention, cette vidéo est une vidéo collaborative. Elle est montée par mon ami Aldreius et compte plusieurs participants. Aujourd'hui, très chers spectateurs, nous allons descendre encore plus bas dans le conspirationnisme. Presque plus bas que Stop Mensonge. Alors préparez-vous à en prendre plein la figure, parce qu'aujourd'hui nous allons sombrer dans les méandres du conspirationnisme antisémite. Mesdames, messieurs, je vous présente ADBK. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo collaborative avec les amis Aldreius et le débunker des étoiles sur un désinformateur de haut niveau. Et quand je dis de haut niveau, je pèse mes mots. Nous nous sommes intéressés au cas de Michael, vidéaste persuadé qu'à peu près tous les attentats du monde sont organisés ou commandités par les Juifs ou Israël, dont le 11 septembre, quand il a fait 3 vidéos pour réfuter les travaux de mon ami le débunker des étoiles. Bien sûr, vous nous connaissez bien, on ne laisse pas un délit impuni chez Motorsport Gigantoraptor. Et mes camarades sont de mon avis. Donc on va commencer ce débunkage par l'analyse des commentaires de Michael. C'est la partie que je vais traiter. Pour introduire cette partie, je vais d'abord lâcher un petit commentaire sur le début de sa première vidéo, où il commence par traiter le débunker de petit con, de vermisseau des étoiles, et considère une source comme non fiable car conventionnelle. Déjà, l'insulte relève bien plus du clash que du débunkage, et ça vous décrédibilise franchement. D'ailleurs, merci de m'avoir traité de cas social non classé dans votre deuxième vidéo, et m'avoir attaqué sur ma famille. Ça nous démontre bien la faiblesse de votre argumentaire. C'est un sophisme du nom d'attaque ad hominem qui ne se fait pas dans un débat. Et pour info, ce qui est conventionnel n'est pas toujours vrai, j'en parle dans mon retour critique sur l'alternative que je vous invite à visionner. Mais généralement, ce qui est admis comme conventionnel l'a souvent mérité, soit par application du rasoir d'Occam, c'est-à-dire de la parcimonie dans le cas d'une hypothèse conventionnelle généralement très peu coûteuse, soit dans le cas d'une théorie par les expériences et les preuves qui la soutiennent. Donc les documents conventionnels sont souvent bien plus fiables que ceux dits alternatifs, mais ce n'est pas le cas de tous, je le précise. J'en parle plus en détail dans le retour critique. Tout d'abord, on va parler d'un de ses plus gros défauts, son obsession maladive des juifs et des sionistes. Lui-même précise que dans chaque attentat, l'ombre d'Israël n'est jamais loin. Michael est antisémite. J'entends par là ce terme comme le sens qu'on lui prête aujourd'hui, et non pas comme la haine des peuples sémites. Si vous ne me croyez pas, écoutez ce qu'il dit à 9 minutes 31 dans sa première vidéo, concernant celui qui dirige le journal L'Express, Patrick Drahi, et comment il va discréditer ce directeur. Et il se dit sceptique par-dessus le marché. Autant lui rappeler que l'Express est aux mains d'un gros juif véreux, Patrick Drahi, ultra-militant sioniste, qui a aussi la main mise sur plusieurs médias dominants en France. En gros, il considère Patrick Drahi comme non fiable car c'est un juif, car il est sioniste, c'est-à-dire favorable à l'État d'Israël, et parce qu'il a la main mise sur plusieurs médias. D'ailleurs, il fait la même attaque sur Rudi Reichstadt dans son deuxième épisode. Rudi Reichstadt qu'il ne porte visiblement pas dans son cœur. Tout d'abord, et ça m'étonne d'avoir à le préciser, le fait que quelqu'un soit juif ne le discrédite en aucun cas, comme le fait qu'il soit sioniste. Il a le droit d'avoir ses opinions politiques et ça n'enlève rien à la validité ou la non-validité des propos qu'il pourrait tenir. Si vous voulez le discréditer, faites-le sur ses arguments et non sa personne. Tiens, revoilà la fameuse attaque ad hominem. Attaquer la personne au lieu d'attaquer les arguments. Par ailleurs, les arguments de Michael ne tiennent pas une seule seconde, car il porte un masque et a une voix de robot. Oui, je viens de faire une attaque ad hominem. Je ne l'attaque pas sur ses arguments,
mais sur sa personne. Vous voyez bien que ça n'a aucune valeur. D'ailleurs, cette histoire de haine des juifs va me permettre de dériver sur une phrase de ce cher Michael qu'il nous fait en commentaire, je le cite. Le juif, c'est la pire race de menteurs, manipulateurs, dominateurs et d'escrocs. Ne détourne pas par « les juifs sont tous comme ça sans exception ». Tout d'abord, avant d'être un argument antisémite particulièrement limité, ça reste un biais de généralisation abusive. Pas besoin de détourner quoi que ce soit. Les juifs ne sont pas plus menteurs ou manipulateurs dans leur majorité que les musulmans, les chrétiens, ou n'importe quelle personne appartenant à un groupe ethnique ou religieux d'une telle ampleur. Il n'y a aucune raison de le penser, et à ce que je sache, il n'y a pas de statistiques pour déterminer si les juifs correspondent dans leur majorité au portrait que vous dressez d'eux. Ou alors, si vous voulez le prouver, il va falloir me faire un joli protocole expérimental avec une étude comparative entre les juifs et d'autres populations suivant la démarche scientifique. J'ajouterai que, qu'est-ce que vous appelez la race juive exactement? Les peuples sémites? Les pratiquants? Va falloir être un peu plus précis. Par ailleurs, parler de race n'a aucune valeur scientifique. J'ai eu beau vous le dire, mais vous persistez et me répondez ceci. Si car les races existent au sein même de l'espèce humaine, c'est clair. Un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien. Un noir, c'est un noir, un juif, c'est un juif, etc. Donc ne contredis pas ce que tu observes, et je me fous de tes scientifiques qui veulent prétendre le contraire. Bon, au moins vous ne mentez pas. D'un côté, à 9 minutes 15 de votre vidéo, vous vantez les mérites des arguments scientifiques face aux croyances. Boire ces allégations de cet organisme sur ce point, sans jamais chercher plus loin, c'est révélateur à se renforcer dans ses propres croyances et non aux arguments scientifiques. Et maintenant, les scientifiques, vous n'en avez plus rien à faire. Eh bah bravo, c'est vraiment quand ça vous arrange. Ensuite, je le répète, le terme race n'a plus de valeur scientifique. Et comme le dit si bien Evelyn Heyer, les données actuelles nous permettent de dire qu'il existe des différences génétiques entre individus, populations et groupes humains, selon leur provenance géographique. Mais ces différences ne permettent en aucun cas de justifier des inégalités entre groupes ou d'associer des capacités comportementales ou culturelles à des singularités génétiques. Mais aussi, voilà le biologiste Bertrand Jordan qui ajoute quelques mots. Par les analyses ADN, on peut obtenir des informations sur la provenance des ancêtres d'un individu, mais les différences génétiques selon les régions du monde ne correspondent pas à la notion de race telle qu'elle était utilisée pendant 2 ou 3 siècles. Il faut être bien clair, il n'y a aucun lien entre les différences génétiques entre groupes et des différences de capacités cognitives ou comportementales. Alors Michael, ça existe encore les races? J'ajouterais que confondre race et espèce, ça témoigne de vos lourdes lacunes en biologie. C'est triste de s'avancer aussi promptement sur un sujet que vous ne connaissez pas. Les chats et les chiens sont bien plus éloignés phylogénétiquement parlant que les noirs et les blancs, qui sont de la même espèce et qui peuvent se reproduire et donner une descendance viable et féconde. Votre analogie ne tient pas. En revanche, il y a les sous-espèces. Mais ça, c'est autre chose. Wikipédia définit très bien la sous-espèce. Une sous-espèce consiste en un groupe d'individus qui se trouvent isolés pour des raisons géographiques, écologiques, anatomiques ou organoleptiques et qui évoluent en dehors du courant génétique de l'espèce de référence. Généralement, une sous-espèce conduit au phénomène de spéciation, car à force d'isolement, une population s'éloigne parfois trop génétiquement d'une autre et ne peut plus se reproduire avec elle. Mais outre vos puissantes lacunes en biologie, vous me sortez quelque chose qui a encore moins de cohérence. En effet, Michael nous présente une liste des juifs influents en France. Liste qui n'a pas lieu d'être, et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Déjà, pour prouver votre fameux dictionnaire de la domination juive en France, vous partez du principe que les personnes citées dans cette liste ont un lien politique les unes avec les autres, alors qu'à part leur présupposé judaïsme, ces personnes-là ont très sûrement des intérêts très variés. Ensuite, on constate que vous avez tendance à appeler juif un peu tout et n'importe quoi. Alors vous allez nous faire le plaisir de nous définir ce qu'est un juif, car par définition, c'est quelqu'un qui pratique la religion juive. Si on part de cette définition, j'imagine qu'on peut déjà retirer beaucoup de monde. Par ailleurs, c'est bien mignon de citer tous les soi-disant juifs influents en France. Mais si on faisait pareil avec les chrétiens influents? Et si on faisait comme vous, on considérait quelqu'un comme chrétien par-delà la pratique d'une religion? Mais alors il y en aurait infiniment plus que de juifs. Je ne vais pas parler de complot chrétien pour autant, non? Si? Je sais pas, on m'explique? Bref, c'était tout pour ma partie. C'est au tour du débunker des étoiles de nous faire part de ses réfutations sur les arguments de Michael consacrés au 11 septembre 2001 et plus particulièrement au Pentagone. Je vous encourage par ailleurs à visionner les 4 vidéos du débunker des étoiles à ce sujet pour en savoir plus et pour mieux comprendre de quoi on va parler. Les liens sont en description.
Merci à toi Giganto. Si vous ne me connaissez pas, je suis le débunker des étoiles. Et si je fais cette vidéo avec Giganto, c'est parce que Michael a fait plusieurs vidéos à mon sujet pour tenter de réfuter mes travaux sur le 11 septembre où j'attaque les arguments conspirationnistes. Alors, mon rôle dans cette vidéo sera de réfuter certains arguments de Michael sur le 11 septembre, un complot que je connais bien et qui me tient à cœur pour y avoir cru moi aussi à une époque. Mais ça, c'était avant de faire des études universitaires en sécurité internationale et d'apprendre comment marche la réalité du pouvoir politique, de l'armée et des agences de renseignement. C'est malheureusement bien loin des scénarios incroyables à la James Bond que nous concoctent les complotistes, qui ont apparemment vu trop de films hollywoodiens. Je ne m'attarderai pas sur les attaques personnelles qui constituent la majeure partie de l'argumentaire de Michael, exception faite de sa dernière vidéo. Selon lui, mes sources ne sont jamais bonnes, car apparemment elle serait écrite par des sionistes, des juifs, des homosexuels, etc. Il me met un nez rouge sur Photoshop et m'attaque volontiers sur mon intelligence ou mes connaissances. Évidemment, je m'en fous. Comme disait l'écrivain Georges Courteline, c'est un délice de fin gourmet que d'être pris pour un idiot par des imbéciles. Je vais plutôt me concentrer sur ces quelques vrais arguments, et notamment sur sa première vidéo, car le crash de l'avion sur le Pentagone est facile à traiter pour un débunker, et cela suffira à montrer le manque de méthode et de rigueur de cet énergumène. Donc à présent, comparons la version officielle sur le crash du Pentagone le 11 septembre avec la version alternative de Michael. Une version qui n'est pas celle de tous les complotistes d'ailleurs, je tiens à le rappeler. La plupart des complotistes pensent toujours qu'il n'y a pas eu d'avion du tout qui s'est crashé sur le Pentagone. Mais comme c'était une position intenable vu tous les éléments de fait qui prouvaient qu'il y avait bien un avion, alors certains complotistes comme Michael se sont mis à imaginer qu'il s'agissait bien d'un avion, mais pas d'un avion exactement comme on nous le fait croire. Alors pourquoi ne pas tout simplement accepter qu'il y avait un avion sur le Pentagone et se concentrer sur la théorie du complot des tours jumelles? Parce que ça serait admettre qu'ils avaient tort, ne serait-ce qu'un peu, et que la version officielle était la bonne. Ce qui est totalement inacceptable pour un complotiste. La version officielle ment forcément sur quelque chose, c'est une des bases de leur raisonnement. Donc si elle ne mentait pas sur le fait qu'il y avait bien un avion, alors c'est qu'elle mentait forcément sur autre chose. La forme de l'avion, la vitesse de l'avion, le modèle de l'avion, etc. Et c'est évidemment la position de Michael ADBK. Voici ses principaux arguments sur le générateur. Heurté par le réacteur droit de l'avion, sans savoir qu'il s'agit d'un élément majeur, sur la non-consistance avec un 757. Les boîtes noires. C'est-à-dire au trou de sortie. Ce qu'il ignore, c'est qu'on les retrouve justement au mauvais endroit. Les restes des passagers. Il n'y a aucun problème, mais tu n'as strictement aucune chance de prouver que les restes des passagers ont été retrouvés au Pentagone. La taille de l'avion. Ainsi, l'avion faisait 94 pieds, et cela ne correspond en rien avec l'envergure d'un 757, point barre. Les débris retrouvés qui ne seraient pas ceux de l'avion crashé. Ce qui veut dire que ces trois objets, tout comme les autres pièces identifiables d'un 757, ne peuvent être que des pièces détachées, transportées par l'avion de modèles différents. Le nez de l'avion qui aurait dû dépasser sur la vidéo. Étant donné que le nez de ce modèle devait obligatoirement dépasser le coin de la caméra box, il suffit de voir la taille exacte, et à l'échelle, et hop. Voilà, dis pas que nous avons la taille d'un autre modèle de Boeing comme ticket gagnant. Et le Pentagone, bâtiment inattaquable. Frappant violemment le bâtiment, qui a pourtant la réputation d'être inattaquable. Je vous préviens tout de suite, je ne vais pas répondre à tous ces points. Je pense qu'il est bien plus parlant de mettre en balance les différentes preuves sur lesquelles repose chacune des deux théories, c'est-à-dire la version officielle et la version de Michael. La version officielle repose donc sur une centaine de témoignages concordants, 5 lampadaires et un bout de générateur arraché, des débris sur place qui concordent avec le modèle 757, des effets personnels des passagers et leur ADN, les boîtes noires dont les données se recoupent avec le radar, et la vidéo de la station-service attenante où l'on distingue l'avion sur une des frames. La version de Michael repose sur certaines fenêtres qui auraient dû exploser, percuter le générateur aurait dû provoquer un effet différent sur l'avion, les débris retrouvés auraient pu provenir d'ailleurs, les restes des passagers auraient pu provenir d'ailleurs, les boîtes noires auraient dû se trouver ailleurs, le nez de l'avion aurait dû dépasser plus que ça de la pompe à essence. On remarque d'abord que les preuves de la version de Michael n'en sont pas vraiment. Les seules preuves sont en fait des supposées incohérences dans la version officielle, avec des faits qui auraient dû, selon lui, se passer autrement. Mais sinon, c'est tout. Quel modèle d'avion ce serait exactement? On ne sait pas. Existe-t-il un témoignage disant avoir vu un avion d'un autre genre? Non. Reste-t-il des débris de ce petit avion hypothétique? Non. Des photos, des vidéos? Pas davantage. Que sont devenus les 53 passagers du vol 77 qui ont passé le portique de l'aéroport et qu'on n'a jamais revu ensuite? On ne sait toujours pas. Vous l'aurez compris, cette supposition repose donc sur du vent, ou plutôt repose sur le relevé d'incohérence de la théorie adverse. On pourrait donc laisser les mêmes preuves et remplacer la supposition de Michael par une autre. Par exemple, il ne s'agissait pas d'un Boeing 757 mais du Faucon Millennium. Les preuves de ma théorie, les voici. Certaines fenêtres auraient dû exploser, percuter le générateur aurait dû provoquer un effet différent sur l'avion, les débris retrouvés auraient pu provenir d'ailleurs, etc., etc. Donc ça prouve bien que c'était le Faucon Millennium.
Vous voyez, c'est simple, non? Et pour finir en beauté sur ma démonstration, je vais maintenant démonter rapidement certaines des supposées incohérences. Les fenêtres anti-explosion. Oui, Michael, tu as beau te moquer de moi sur ce point, c'est toi qui es ridicule car tu te trompes complètement. Des fenêtres anti-explosion ont bel et bien été placées quelques mois avant l'attentat, lors de la restauration de cette partie du Pentagone. Ces fenêtres ont sauvé beaucoup de personnes ce jour-là car elles n'ont pas volé en éclats comme l'auraient fait des fenêtres normales. Elles ont malheureusement aussi fait des victimes qui n'ont pas réussi à casser les fenêtres pour sortir du bâtiment au cours de l'incendie. À ce propos, pour plus de détails, je vous conseille le documentaire très récent sorti en septembre 2016 avec de nombreux témoignages et un éclairage nouveau. 9/11 Inside the Pentagon de Kirk Wolfinger. Le bâtiment le mieux protégé. Non, Michael, le Pentagone n'a jamais été le bâtiment le plus protégé au monde, peu importe que tu aies trouvé un bout de reportage qui dise le contraire. Les journalistes aiment faire dans le sensationnel aussi, je te demande simplement de regarder ces images et de me dire où se trouvent les systèmes de défense super avancés que nous vendent les complotistes. La plupart des caméras et des systèmes de sécurité ont été rajoutés après les attentats. Mais je vous invite tout de même à vérifier un jour que vous voyagez à Washington, sortez à la station Pentagone, ne confondez pas avec celle d'avant Pentagon City, vous sortirez de dessous le Pentagone et à une dizaine de mètres de celui-ci. Si c'est en pleine nuit, il n'y aura d'ailleurs sans doute personne autour de vous. Eh bien dites-vous que c'était encore moins protégé en 2001. La taille de l'avion. L'avion faisait 38 mètres d'envergure et le trou d'impact ne fait que 29 mètres. Michael en conclut immédiatement que l'avion devait nécessairement faire 29 mètres. Or ce n'est pas le cas. La taille du trou s'explique facilement par l'angle de pénétration de l'avion en diagonale et la faible résistance des ailes. Les complotistes ont l'air de s'imaginer que la façade du Pentagone était en papier mâché et que la silhouette entière de l'avion devrait se dessiner dessus comme dans un cartoon. Alors que la vérité est évidemment plus complexe, il y a des dommages majeurs là où est rentré le corps de l'avion et des dommages mineurs à l'extrémité des ailes, là où c'était le plus fragile. C'est juste de la logique. En résumé, non seulement tes preuves ne sont pas des preuves, Michael, mais en plus tu te gourres sur certaines d'entre elles. Comment tu veux avoir l'air sérieux? Ton débunkage de débunkage n'est qu'une pitrerie de plus qui ne trompera que ta communauté déjà acquise aux thèses alternatives du net. Je me limite ici à attaquer ta première vidéo seulement, parce que tes deux autres vidéos font 45 minutes et 1 heure, et contrairement à toi, Michael, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie que de parler du 11 septembre. Je pense avoir déjà mis en évidence ton manque de méthode, de rigueur et d'objectivité, rien que sur ta première vidéo. En plus, d'autres vidéos seront à suivre sur le 11 septembre sur ma chaîne YouTube, et je sais que tu es un de mes plus grands fans, vu que tu postes un commentaire sur chacune de mes nouvelles vidéos en moins de 5 minutes. Donc je sais que tu seras vite au courant quand je me remettrai à parler de ce sujet. On en reparlera donc dans les commentaires de mes nouvelles vidéos. C'est tout pour ma partie, je vais laisser la parole à mon camarade Aldreus. Bon, maintenant, c'est à mon tour. Michael Anti-Debunker ne donne jamais ses sources dans la description de ses vidéos, à l'inverse du débunker des étoiles dont chaque affirmation est sourcée. En fait, si... Michael Anti-Debunker a donné ses sources, mais dans la deuxième vidéo sur le débunker des étoiles. Ces sources qui proviennent toutes de Reopen 9/11. Déjà, il n'y a pas croisement de plusieurs sources, mais en plus, Reopen 9/11, ce qu'ils veulent, c'est réouvrir le dossier du 11 septembre. Pourquoi ? Juste parce que la version officielle n'est pas celle qui leur correspond. Mais là où ça coince avec les sources de Michael Anti-Debunker, c'est notamment lorsqu'il se met à parler des false flags sur les attentats contre Charlie Hebdo. Il a écrit dans la description un pamphlet entier anti-média et anti-sioniste. Je ne dis pas qu'il faille se fier à chaque fois aux médias mainstream, sinon la chaîne d'Amandrion n'existerait pas, mais les médias mainstream sont quand même beaucoup plus fiables que les sites de réinformation comme Wikistrike ou Stop Mensonge. D'ailleurs, Gigantoraptor a consacré une vidéo entière sur Stop Mensonge et je vous incite à la regarder. Revenons-en à Michael. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas discréditer un média sur la base de sa conventionnalité ou de son côté alternatif. On peut avoir un a priori dessus, mais il doit être suivi de recherche. C'est très important. J'ai remarqué aussi que ce cher Michael possédait une chaîne secondaire inactive depuis plus de 6 mois dans laquelle il y a énormément de vidéos postées. On sait que c'est sa chaîne secondaire déjà parce qu'il y a des chroniques de la DBK qui s'y trouvent, même générique, même utilisation du masque de Scream et mêmes effets sur la voix. Ok, je ne peux pas dire que c'est forcément lui à 100%, mais on a de fortes suspicions pour que ce soit lui. Sur sa chaîne, on peut y voir des replays, notamment de Laurent Louis, mais aussi d'autres vidéos telles que La France sous domination juive. Et dans la description de cette vidéo, il nous fait aussi quelques jolis arguments fallacieux, comme considérer que les juifs sont naturellement racistes car il serait apparemment écrit dans le Talmud qu'ils sont supérieurs aux autres. Non seulement c'est considéré que le racisme fait partie intégrante du génome de la race juive, puisque
il pense clairement qu'il y a une race juive, et là-dessus, je vous envoie directement à ce qu'a dit Gigantoraptor précédemment, mais en plus, c'est considéré que les juifs ne peuvent pas faire autrement que de suivre à la lettre les textes religieux, comme si l'intégrisme religieux était dans les gènes. Sachant qu'à côté de ça, sous une autre vidéo, il a écrit pas mal de commentaires en réponse à Sylvain Anonymous, et je vous en montre un petit florilège. On a aussi découvert cette autre vidéo qui s'est fait striker. Et oui, je me demande pourquoi. Attention les trous qui parlent. Ça sent le gaz pour vous. Les chambres à gaz. Je préfère qu'il y ait la file d'attente et m'y précipiter au plus vite, afin que mes descendants puissent gratter une petite pierre. Autre point qui me dérange chez Michael, comme ça a été détaillé précédemment, ce sont les attaques ad hominem. C'est un sophisme qui consiste, petit rappel, à discréditer une personne sur son identité, son bord politique ou quoi que ce soit qui touche à sa personne. Désolé Michael, mais dire que quelqu'un est juif ne suffit pas à le discréditer comme dire qu'il est sioniste. Il faut aller un peu plus loin, et pour le 11 septembre, je crois que le débunker des étoiles en a assez parlé. Si Michael veut bien fournir des réponses argumentées, si réponses il souhaite nous apporter, à base de vrais arguments, sans insultes, sans attaque ad hominem et sans sophisme, on est tous preneurs et moi le premier. Sur ce, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du débunker des étoiles, de Motorsport Gigantoraptor et de la mienne, c'est-à-dire Aldreius. Quant à moi, je vous laisse. Game over!